Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'essentiel de l'actualité européenne et internationale de ce mercredi 3 avril. Voici les titres de ce journal. Au Royaume-Uni, la rencontre entre Theresa May et le leader de l'opposition pour tenter de sortir de l'impasse du Brexit. Y aura-t-il un nouveau report alors que le divorce est prévu dans 9 jours? Londres comme Bruxelles espèrent toujours éviter un no deal. Donald Trump a reçu à la Maison-Blanche le chef de l'OTAN alors que l'Alliance Atlantique célèbre son 70e anniversaire sur fond de tensions entre Washington et ses alliés. Où va l'OTAN? Interview dans ce journal. Le sultanat de Brunei durcit son code pénal et suscite un tollé. La nouvelle loi prévoit la peine de mort par lapidation pour les relations homosexuelles. De nombreux pays condamnent et des personnalités appellent au boycott des hôtels liés aux riches États pétroliers. Enfin, le modèle noir de Géricault à Matisse, c'est le titre d'une nouvelle exposition au musée d'Orsay à Paris. Une plongée dans l'histoire avec comme fil rouge la représentation des figures noires depuis l'abolition de l'esclavage. Bienvenue, le Brexit encore et toujours au cœur de l'actualité. La première ministre britannique cherche à sortir de l'impasse en rencontrant le leader de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn. Parviendra-t-elle à trouver un compromis alors que l'heure tourne? On fait le point avec Marc Bouchage. La première ministre britannique tend la main à son adversaire Jeremy Corbyn sur le Brexit. Une main que le leader de l'opposition semble vouloir saisir, à en croire ses déclarations devant la Chambre des communes mercredi. Jusqu'à présent, les deux dirigeants ont pourtant affiché des positions diamétralement opposées sur cette question, même si Theresa May tente de les relativiser. Je pense qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels nous sommes d'accord concernant le Brexit. Je pense que nous voulons tous les deux conclure un accord pour quitter l'UE, nous voulons tous les deux protéger les emplois, nous voulons tous les deux mettre fin à la libre circulation. Je pense que nous reconnaissons tous deux l'importance de l'accord de retrait. Ce que nous voulons maintenant, c'est trouver un moyen d'aller de l'avant pour obtenir l'appui de la Chambre et permettre le Brexit. La première ministre veut à tout prix éviter une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord le 12 avril prochain. Ce que je veux maintenant, c'est que nous trouvions une position qui nous permette de soutenir l'accord de retrait et un accord qui nous permette de partir le 22 mai et ne pas avoir à organiser les élections européennes. Mais nous n'y parviendrons que si nous trouvons une solution que cette Assemblée soit disposée à soutenir. Contrairement à Theresa May, Jeremy Corbyn est favorable à l'union douanière et au maintien du Royaume-Uni dans le marché unique. Je me réjouis de l'offre de la Première ministre de tenir des pourparlers à la suite des réunions que j'ai eues avec les députés de cette Chambre. Et j'ai hâte de la rencontrer plus tard dans la journée. J'apprécie sa volonté de parvenir à un compromis pour sortir de l'impasse du Brexit. La démarche d'ouverture de Theresa May vis-à-vis de l'opposition a été très mal reçue par une partie de son camp qui redoute un Brexit plus doux. La semaine dernière, la Première ministre a affirmé que la plus grande menace pesant sur la place du Royaume-Uni dans le monde, sur notre défense et sur notre économie, était le leader de l'opposition. Qu'est-ce qui le qualifie désormais pour s'investir dans le dossier du Brexit ? En signe de protestation, le secrétaire d'État au Pays de Galles a démissionné mercredi, tout comme un secrétaire d'État au Brexit, opposé lui à un nouveau report de la sortie de l'UE, initialement prévu le 29 mars dernier. Theresa May a dit souhaiter un nouveau report du Brexit alors que le divorce doit avoir lieu officiellement dans 9 jours. À Bruxelles, les leaders européens qui souhaitent toujours éviter une sortie du Royaume-Uni sans accord ne cachent pas leur exaspération. Laurence Alexandrovitch. Le 12 avril, c'est le nouveau report donné à Londres pour résoudre la crise en effet exaspérante du Brexit. Selon Jean-Claude Juncker, l'Union européenne travaillera jusqu'au dernier moment pour éviter un divorce sans accord qui ne profiterait qu'aux populistes et aux nationalistes. Le 12 avril est cependant la date ultime d'approbation possible. Si la Chambre des communes ne s'est pas prononcée avant cette date, aucune prolongation supplémentaire de courte durée ne sera possible. Après le 12 avril, nous risquons de mettre en danger le bon déroulement des élections au Parlement européen et de menacer le bon fonctionnement de l'Union européenne. Comme le soulignent tous les responsables européens, faute de court report,
La seule alternative à un divorce brutal sera alors le scénario d'un report de longue durée, mais sous condition. Je sais qu'un certain nombre de collègues se disent « Ah, peut-être peut-on avoir une longue prolongation ». Ne vous faites pas d'illusions. Si nous créons une situation où la Grande-Bretagne a un pied dans l'UE et un pied en dehors, c'est une tragédie. C'est mauvais pour l'Union européenne. Pouvez-vous imaginer que le nouveau Premier ministre britannique, M. Boris Johnson, ou M. Michael Gove, tous les deux architectes, les architectes du désastre du Brexit, aient entre leurs mains les clés de l'avenir de l'Union européenne? Je ne peux pas imaginer cela, que ça arrive. Ce serait un désastre pour l'Union européenne et ce n'est pas dans ce sens que nous devons aller. Il y a tout juste 70 ans, le 4 avril 1949, naissait l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, mieux connue sous le nom de l'OTAN, une alliance politico-militaire créée au début de la guerre froide et symbole d'un monde bipolaire face à l'Union soviétique. 70 ans après, le monde a changé, l'alliance aussi. Elle compte aujourd'hui 29 membres contre 12 à l'origine, dont bien sûr les États-Unis, piliers de l'OTAN et hôtes de ce 70e anniversaire, et ce alors que Donald Trump ne cesse de fustiger l'organisation. Le président américain a reçu à la Maison-Blanche le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui a dit ne pas vouloir d'une nouvelle guerre froide. Pour parler du 70e anniversaire de l'OTAN, nous retrouvons Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour. Bonsoir. Alors c'est à Washington que sont célébrés les 70 ans de l'OTAN, une organisation que Donald Trump ne cesse pourtant de critiquer et qu'il menace régulièrement de quitter. Risque-t-il, selon vous, de mettre un jour ces menaces à exécution ? Ça semble improbable à ce stade parce que l'OTAN est une institution solide qui a effectivement 70 ans d'histoire, qui est le produit de la guerre froide et qui correspond à la garantie de sécurité apportée par les États-Unis aux Européens. Cela dit, il est certain que le ton de Donald Trump et ses intentions par rapport à l'OTAN sont différentes de celles de ses prédécesseurs. Et pour le dire très rapidement, pour Donald Trump, les pays européens sont d'abord des clients et ensuite des alliés, avant d'être des alliés et possiblement des clients. Alors on sait que l'OTAN s'est construit pour contrer l'Union soviétique. Or aujourd'hui, Donald Trump semble aujourd'hui considérer la Chine comme le rival numéro 1 de l'Occident. Alors, vous avez raison de rappeler cette historique. Il faut quand même préciser que l'OTAN se constitue, enfin l'Alliance Atlantique se constitue en 1949 et que le pacte de Varsovie est postérieur. Il se constitue en 1955. Et qu'ensuite, effectivement, on va avoir cette logique bipolaire. Maintenant, la priorité stratégique des États-Unis, c'est très évidemment la Chine, avec notamment le discours du vice-président Mike Pence au mois d'octobre 2018, qui en fait très clairement, c'est pas quelque chose de nouveau parce que évidemment ce sont des sujets sur lesquels les administrations américaines travaillent depuis plusieurs années, voire décennies, mais je dirais que ce discours du président Pence marque pour moi une inflexion dans l'affichage de la Chine comme le principal défi stratégique des États-Unis. Dernière question, la France et l'Allemagne plaident de plus en plus pour une Europe de la défense. Est-ce une manière de préparer l'après-OTAN ou un nouvel OTAN ? Le point, si vous voulez, crucial, c'est qu'en réalité, un certain nombre de pays européens ont renoncé à assurer leur défense par eux-mêmes et s'en remettre au cadre otanien. Et que là où c'est pas le cas de la France qui fait encore un effort, c'est pas le cas de la Grande-Bretagne, mais c'est par exemple le cas de l'Allemagne qui, par rapport à son potentiel économique, a une dépense militaire extrêmement peu élevée. Et donc, ce qui est intéressant dans la phase que nous sommes en train de traverser et qui provoque une crise transatlantique, c'est le fait que le président américain dit ouvertement ce que les administrations précédentes disaient tout bas, c'est il faut que vous payiez pour votre sécurité et votre défense. Merci beaucoup Thomas Gomard. Je rappelle que vous êtes directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci beaucoup. Merci à vous.
En Algérie à présent, le Conseil constitutionnel a entériné aujourd'hui la démission du président Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 2 décennies. Le président de 82 ans, affaibli par un AVC, a fini par se plier aux revendications des Algériens qui manifestent depuis 1 mois et demi. Dans la capitale, sa démission a été accueillie dans la joie, même si le combat des manifestants n'est pas encore terminé. Sandrine Delorme. Célébration dans les rues d'Alger. Drapeau, musique, feu d'artifice, cette fois-ci, les Algériens y croient. À Alger, 1 millier d'entre eux ont accueilli les nouvelles de la démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika avec joie et soulagement, après 6 semaines de contestation pacifique et les pressions exercées par l'armée. Les Algériens se réveillent donc pour la première fois depuis 20 ans sans Bouteflika à la tête du pays. Mais ils ont un autre objectif en tête et ne se contenteront pas du départ d'un seul homme. Si on va se contenter par la chute d'un individu, on n'ira pas très loin. Notre combat réel, c'est d'avoir un état de droit, un état d'institution et un état démocrate sous une nouvelle ère, une deuxième république avec une souveraineté populaire réelle. Ce que nous attendons, c'est le jour où M. Bouteflika et toute sa famille et ses amis seront arrêtés. Bouteflika, qui en février entendait encore briguer un 5e mandat, donc avisé officiellement mardi soir le Conseil constitutionnel de la fin de son mandat de président de la République. Quelques heures avant, le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, qui avait déjà demandé sa démission, avait réuni tous les plus hauts gradés de l'armée. C'est désormais Abdelkader Ben Salah, 77 ans, président du Conseil de la Nation, chambre haute du Parlement, qui assure l'intérim. Il est chargé d'organiser une élection présidentielle dans un délai maximum de 90 jours. Dans l'actualité également, une réforme du code pénal mise en œuvre aujourd'hui par le sultanat de Brunei suscite un tollé international car la nouvelle loi inspirée de la charia prévoit la peine de mort pour punir les relations homosexuelles ou l'adultère. Audrey Tilve. Malgré une vague de protestations à travers le monde, le sultanat de Brunei a entériné la réforme du code pénal. À compter de ce mercredi, des peines très lourdes, inspirées de la charia la plus stricte, entrent en vigueur dans ce petit État de 435 000 habitants. À commencer par la peine de mort par lapidation pour punir l'homosexualité, sentence qui s'appliquera aux musulmans comme aux non-musulmans. L'adultère sera passible de la même peine. En cas de vol, ce sera l'amputation d'une main ou d'un pied. Brunei devient ainsi le premier pays d'Asie du Sud-Est à appliquer la loi islamique dans sa forme la plus extrême, comme le fait l'Arabie saoudite. Une exigence du sultan Hassan al-Bolkiah qui dirige le pays d'une main de fer depuis 1967. D'après les observateurs, une façon de renforcer son image aux yeux des plus conservateurs, à un moment où l'économie reposant sur le pétrole et le gaz donne des signes d'essoufflement. Jusque-là, l'homosexualité déjà interdite était passible de 10 ans de prison maximum. Parmi les réactions indignées, celle de George Clooney qui a appelé au boycott de 9 hôtels de luxe liés au sultan Bolkiah, une liste qui compte 2 hôtels parisiens, le Meurice et le Plaza Athénée. Allez, on termine ce journal par une nouvelle exposition au musée d'Orsay à Paris, le modèle noir de Géricault à Matisse. C'est le nom de cette exposition dédiée à la représentation des Noirs dans la peinture. Un reflet de l'histoire à travers des figures souvent oubliées ou sous-représentées par l'art. Malia Coutan. De Géricault à Matisse en passant par Cézanne, le musée d'Orsay accueille une exposition atypique. L'événement met en lumière la représentation du modèle noir au travers de l'art français. Plus de 300 créations sont présentées au public et réunissent des chefs-d'œuvre du XVIIIe siècle à aujourd'hui. Donc nous avons voulu montrer qu'il y avait certes la survivance de stéréotypes comme des figures noires de serviteurs, de servantes, des figures parfois très exotisées et érotisées, mais qu'il existait également un autre domaine dans lequel ces figures avaient leur place et qui participaient pleinement de la vie artistique de leur temps. Certaines œuvres au titre choquant ont été renommées, une façon de donner une véritable identité à ces visages. L'exposition vise à déconstruire les a priori racistes. On est le résultat de ce qui s'est passé au temps de l'esclavagisme, du colonialisme. Il y a le résultat de tout ça aujourd'hui. Et ce résultat, c'est aussi la construction d'un regard
comment le noir se voit lui-même, comment le noir voit l'autre, comment le blanc se voit lui-même, comment le blanc voit l'autre, etc., etc. Et si, par le passé, on a pu construire une image négative, et bien aujourd'hui, cette exposition permet de déconstruire cette image. Parce que déconstruire cette image, c'est comprendre qu'en fait, si on peut construire quelque chose de négatif, on peut aussi construire un regard positif. L'exposition Le modèle noir de Jéricho à Matisse se tiendra au musée d'Orsay à Paris jusqu'au 21 juillet prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à demain.